Le matin du 14 février 2023, j'ai reçu un chèque de 2 millions de dollars pour un produit qui n'existait pas. Les investisseurs d'un fonds de capital risque berlinois étaient persuadés d'investir dans une solution d'IA révolutionnaire pour l'automatisation des documents. En réalité, derrière l'intelligence artificielle se cachaient 3 douzaines d'Ukrainiens et de Biélorusses qui, pour 4 dollars de l'heure, traitaient manuellement des documents dans des feuilles de calcul Excel. Je m'appelle Alex, ce n'est pas mon vrai nom, ainsi que de nombreux autres détails que je changerai dans cette confession. Mais l'essentiel restera vrai jusqu'à la dernière virgule. Je ne vais pas mentir en parlant d'une enfance difficile ou de nobles motivations. Dès mon plus jeune âge, c'est le monde interdit qui m'a attiré. Alors que mes camarades jouaient au football, j'essayais déjà, à l'âge de 8 ans, de déchiffrer le mot de passe de l'ordinateur de mes parents. Pas par nécessité, mais par curiosité et par soif de pouvoir. Le premier véritable piratage s'est produit en 2011, alors que j'avais 14 ans. Je vivais dans une petite ville à la frontière de 2 républiques. Je ne préciserai pas lesquelles. Je dirais simplement que c'était une réalité post-soviétique typique. Les usines étaient d'eau fermée, il y avait peu de perspectives d'avenir et l'Internet ne fonctionnait pas correctement. J'ai piraté le réseau local du fournisseur d'accès et j'ai obtenu un accès gratuit non seulement pour moi, mais aussi pour la moitié du quartier. Ce n'était pas par altruisme, je voulais juste voir si je pouvais le faire. Lorsque le fournisseur d'accès l'a découvert un mois plus tard, il n'a pas fait appel à la police. Au lieu de cela, ils m'ont proposé un emploi à temps partiel, réparer les ordinateurs des clients pour de l'argent symbolique. Mais cela ne me satisfaisait pas. La voie légale me semblait ennuyeuse et lente. J'ai reçu ma première invitation à un forum fermé au cours de l'hiver 2012. L'un des anciens que je croisais occasionnellement dans les canaux locaux m'a envoyé un lien avec les mots suivants « Vos gens sont là ». Le nom du forum était plutôt banal, quelque chose comme Digital Underground, mais à l'intérieur il y avait une vraie vie. Des centaines de participants discutaient de combines, partagèrent leurs expériences et lançaient des avertissements en cas de raid. Des sections étaient consacrées au carding, au phishing, à l'ingénierie sociale, à la vente de dumps et au blanchiment d'argent. J'ai commencé modestement en étudiant des documents, en posant des questions. Mon premier salaire était de 300 dollars pour un mois de travail avec des données de cartes bancaires volées. C'était beaucoup d'argent pour un jeune provincial de 14 ans. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà considéré comme un membre de la communauté. Je n'étais pas un joueur de premier plan, mais un joueur fiable. Je me suis spécialisé dans l'ingénierie sociale. Je pouvais parler aux opérateurs bancaires et obtenir les informations dont j'avais besoin. Ma voix n'était pas encore cassée, ce qui était un avantage. Tout le monde me prenait pour un étudiant qui avait oublié le mot de passe de la carte de son père. En 2018, j'ai compris que le cardage à petite échelle était une impasse. Les sommes sont faibles, les risques sont élevés et surtout, il y a un besoin constant de se cacher. J'ai commencé à m'intéresser à des systèmes plus blancs. C'est alors qu'est apparue sur le forum une section consacrée à l'externalisation des technologies de l'information. Il s'est avéré que de nombreux membres de la communauté travaillaient parallèlement comme programmeurs dans des entreprises occidentales, à distance, pour quelques centimes, mais officiellement. En lisant leurs histoires, j'ai été choqué. Le type surnommé MySQL God, qui avait l'habitude de gagner des centaines de milliers de dollars grâce à des combines bancaires, écrivait maintenant du code pour une start-up américaine pour 8 dollars de l'heure. La fille, CryptoQueen, ancienne star de la fraude cryptographique, traitait des données pour une entreprise allemande pour 5 € de l'heure. Pourquoi ? Ai-je demandé à MySQL God dans un message privé. Fatigué de se cacher, a-t-il répondu, « Je veux dormir en paix. Et l'argent n'est pas si petit si vous travaillez pour plusieurs entreprises à la fois. » J'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur le sujet. J'ai trouvé une mine d'or d'informations. Il s'est avéré que l'ensemble du monde informatique occidental reposait sur la main-d'œuvre bon marché d'Europe de l'Est, d'Inde et des Philippines. Des programmeurs de ma région écrivaient du code pour des startups à Berlin pour le même prix que les étudiants allemands achetaient une pizza pour le dîner. Mais la partie la plus intéressante a commencé lorsque j'ai commencé à lire les rapports de ces personnes sur leur travail. J'ai transféré des données d'une feuille de calcul Excel à une autre toute la journée aujourd'hui, a écrit un certain Sor. Ils pensent avoir un système automatique, mais en réalité, je fais tout à la main. Notre robot d'intelligence artificielle a besoin d'aide, se plaint Java Girl. Je reste là à réparer ses erreurs et les clients pensent qu'ils obtiennent des réponses de la part de l'intelligence artificielle. Classifier des documents à l'aide de l'apprentissage automatique, ricane Bashmaster. Je me contente de lire chaque document et de les classer manuellement dans des dossiers. En lisant ces révélations semaine après semaine, mois après mois, j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ce qui se passait. Les entreprises occidentales achetaient des solutions d'IA qui n'était en fait que de la main-d'œuvre humaine bon marché enveloppée dans un joli papier. Au cours de l'été 2021, un incident s'est produit qui a finalement déterminé mon destin. Un fil de discussion d'un membre surnommé ScriptKiddy est apparu sur le forum. Il y raconte comment il a trouvé un emploi dans une start-up allemande qui développe un système révolutionnaire de traitement des factures à l'aide de réseaux neuronaux. « Vous n'allez pas le croire », écrit-il. «
Je suis le seul à gérer tous leurs comptes, manuellement, dans Excel, pour 6 € de l'heure. Et ils le vendent aux entreprises pour 20 000 € par mois en tant que solution d'IA. Une discussion s'est engagée dans les commentaires. Certains s'indignent de cette exploitation, d'autres conseillent d'exiger une augmentation. Mais je pensais à autre chose. Si un individu peut simuler le travail d'un réseau neuronal pour 6 € de l'heure, une équipe de 30 individus peut simuler le travail d'un système d'IA très puissant et le vendre des dizaines de fois plus cher. J'avais 24 ans, j'avais travaillé pendant 10 ans sur l'internet gris et noir. Je savais comment créer des légendes convaincantes, comment contourner les contrôles, comment établir la confiance avec des personnes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Plus important encore, j'ai vu à quel point les investisseurs peuvent être naïfs lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Le soir du 23 août 2021, je me suis assis dans mon studio et j'ai dessiné le premier plan. Une page dans un carnet que j'ai brûlé par la suite, mais dont je me suis souvenu de chaque mot pour toujours. Produit, système d'IA pour l'automatisation des flux de documents. Traitement des factures, classification des documents, extraction des données, quelque chose de suffisamment complexe pour que les investisseurs ne puissent pas le tester rapidement, mais suffisamment compréhensible pour qu'ils croient au potentiel. Équipe, faux cofondateurs avec des légendes convaincantes. Profil LinkedIn, publications scientifiques, expérience professionnelle dans de grandes entreprises informatiques. Tout est faux, mais bien fait. Technologie, pas de véritable IA. Au lieu de cela, une équipe de cadres du tiers-monde qui effectuera manuellement tout le travail. Ils penseront qu'ils travaillent pour un sous-traitant ordinaire, sans savoir que leur travail est vendu comme de l'intelligence artificielle. Géographie, Europe, Berlin ou Londres, de nombreux fonds de capital risque y investissent activement dans l'IA, mais ils sont moins pointilleux que dans la Silicon Valley, montant 1 à 3 millions de dollars. Suffisamment pour changer radicalement des vies, mais pas au point d'attirer l'attention. Le plan était audacieux, mais réalisable. Je connaissais tous les outils nécessaires, je comprenais la psychologie des investisseurs potentiels et j'avais accès à une main-d'œuvre bon marché. Il ne restait plus qu'à commencer. J'ai passé les 6 mois suivants à me préparer. J'ai étudié l'écosystème du capital risque, lu des rapports de transactions et analysé des cas de réussite de start-up d'IA. J'ai prêté une attention particulière aux questions que posèrent les investisseurs, aux indicateurs qui les intéressaient et aux démonstrations qui les avaient impressionnés. En même temps, j'ai commencé à créer ma nouvelle identité. Alexei Nikolaev, 28 ans, diplômé de l'Institut de physique et de technologie de Moscou, ancien employé de Yandex, a travaillé 3 ans au bureau londonien de DeepMind, spécialisé dans le traitement du langage naturel. A déménagé à Berlin pour créer sa propre entreprise. La biographie s'avère belle et vérifiable, mais seulement en apparence. Il y a suffisamment de traces sur l'internet pour y croire, mais pas assez pour tomber sur des contradictions. En février 2022, il était prêt à être mis en œuvre, profil LinkedIn avec 1 millier de contacts, une page sur le site web de l'ancien employeur, plusieurs publications dans des revues scientifiques, profil sur GitHub avec l'historique des livraisons des 3 dernières années, photos de diverses conférences sur les technologies de l'information. Tout était faux, tout avait l'air tout à fait réel. Mais la principale découverte a été le ChatGPT. Le 30 novembre 2022, OpenAI a mis ChatGPT à la disposition du public. Le monde entier s'est enthousiasmé pour les possibilités de l'intelligence artificielle. Les médias ont écrit que l'IA remplacerait la moitié des professions. Les investisseurs ont commencé à injecter de l'argent dans toutes les startups dont le nom contenait le mot IA. C'était un cadeau du destin. Dans l'atmosphère d'engouement général, mon plan n'est pas seulement devenu réalisable, il est devenu presque gagnant-gagnant. J'ai accéléré mes préparatifs. En janvier 2023, tout était prêt. DocuMind est enregistré à Berlin. Une équipe de 4 cofondateurs au CV impeccable. Un prototype de système qui fait vraiment quelque chose même s'il est très simple. Et surtout, une liste de 12 fonds de capital risque potentiellement intéressés par notre produit. Il restait une dernière étape à franchir. Le matin du 7 février 2023, j'ai envoyé mon premier courriel. Chers collègues, je m'appelle Alexei Nikolaev, je suis le fondateur de DocuMind, une start-up qui développe une solution révolutionnaire d'IA pour l'automatisation des documents. Notre technologie est capable de traiter n'importe quel type de document avec une précision de 87 et 3% et 15 fois plus vite qu'un humain. Nous levons un fonds d'amorçage de 2 millions de dollars pour développer le produit et entrer sur le marché américain. La lettre comportait 4 paragraphes. Pas un mot de mensonge, sauf si l'on compte le fait que notre technologie était en fait une équipe d'indépendants ukrainiens. Envoi de 12 lettres à 12 fondations. La première réponse est arrivée 40 minutes plus tard. Bonjour Alex, c'est un projet très intéressant. Nous recherchons justement des startups d'IA dans votre direction. Pouvez-vous nous envoyer un pitch deck? Si tout est bon, nous vous inviterons à une présentation dès cette semaine. Mes mains tremblèrent d'excitation. Le jeu est lancé.
Après la première réponse du fonds de capital risque, j'ai eu moins d'une semaine pour préparer une présentation complète. Le pitch deck est sacré pour toute start-up. Une première impression qui peut soit ouvrir des portes, soit les fermer à jamais. Mais la présentation elle-même n'était pas suffisante. Les investisseurs s'intéressent toujours à l'équipe. Nous investissons dans les personnes, pas dans les idées, et la règle d'or du capital risque. C'est pourquoi j'avais besoin de cofondateurs. La première que j'ai créée est Victoria Schmidt, d'origine allemande, diplômée de l'Université technique de Berlin et ancienne développeuse principale chez SAP. Elle est spécialisée dans l'apprentissage automatique et le traitement des données massives, Big Data. Profil LinkedIn, photos de conférences et même quelques interviews sur des blogs techniques. Tout cela a été acheté en Bitcoin sur des forums spécialisés. Le deuxième était Marco Rossi, chef des ventes, italien 5 ans chez Oracle, clientèle dans toute l'Europe, charismatique, expérimenté, avec des chiffres de vente impressionnants sur son CV. Le troisième était Daniel Cohen, un ancien analyste de Goldman Sachs, titulaire d'un MBA de l'INSEAD. C'est lui qui devait convaincre les investisseurs de la solvabilité financière du projet. Il a fallu 15 000 $ et 4 jours de travail continu pour créer ce trio. Le résultat était impressionnant, même moi, je commençais à croire à l'existence de ces gens. Parallèlement à la création d'une équipe fictive, je mettais sur pied une équipe réelle, une armée d'artistes qui imiterait le travail de l'IA. Grâce à d'anciennes relations sur des forums, j'ai trouvé un coordinateur, un certain Taskmaster, spécialisé dans l'organisation d'équipes à distance pour des entreprises occidentales. Je me suis présenté à lui en tant que start-up ordinaire ayant besoin d'une équipe pour traiter des documents. Il faut 30 personnes, ai-je dit. Le travail est simple. Classer des documents, extraire des données, remplir des formulaires. Le salaire est de 4 $ de l'heure, le travail se fait à distance, les horaires sont flexibles. Pas de problème, a répondu le Taskmaster. J'ai des personnes d'Ukraine et de Biélorussie qui ont fait leurs preuves. Ils ont l'habitude de travailler avec des documents. En 3 jours, il a constitué une équipe de 28 personnes. Étudiants, femmes au foyer, travailleurs indépendants, tous ceux qui étaient prêts à travailler pour un peu d'argent à condition d'avoir un revenu stable. Le plus beau dans cette affaire, c'est qu'ils pensaient à vraiment travailler pour une société d'externalisation ordinaire. Personne ne savait que leur travail serait vendu comme une intelligence artificielle révolutionnaire. 11 février 2023, samedi 10h. Bureau d'un fonds de capital risque au centre de Berlin, fenêtre panoramique sur la Spree, design minimaliste, café à 8 € la tasse. 3 personnes sont assises dans la salle de réunion, Michael Braun, Anna Müller et Thomas Weber. Ils avaient une expérience combinée en matière d'investissement de plus de 50 opérations et un portefeuille combiné de 200 millions d'euros. J'étais nerveuse, mais je me suis tenue avec confiance. DocuMind résout un problème auquel toutes les entreprises européennes sont confrontées. Ai-je commencé la présentation? Le traitement des documents prend 40% du temps des employés de bureau. Notre système d'IA réduit ce temps d'un facteur 15 avec une précision de 87,3%. J'ai passé les 45 minutes suivantes à parler du marché, de notre technologie unique, les réseaux neuronaux multicouches, de l'équipe, 4 experts de classe mondiale, des mesures, 3000 documents par heure et par employé virtuel. Tous les chiffres étaient des réels, j'ai simplement pris la productivité de mon équipe d'Ukrainiens et je l'ai multipliée par un coefficient. Ils pouvaient réellement traiter 3000 documents par heure s'ils travaillaient harmonieusement. Des chiffres impressionnants, a déclaré Michael. Et quels sont vos principaux concurrents? Le principal problème du marché est que la plupart des solutions sont soit de simples technologies OCR, soit des systèmes sans véritable apprentissage automatique. Ai-je répondu en citant un article que j'avais lu la veille. Nous sommes les premiers à appliquer un modèle multiple avec une analyse contextuelle approfondie. Anna acquiesce. Qu'en est-il des données d'entraînement? C'est une question cruciale pour l'IA, n'est-ce pas? Nous avons accumulé une base de données de 2,3 millions de documents annotés au cours des 2 dernières années. Ai-je menti sans sourciller? Je ne disposais d'aucune donnée, mais cela semblait convaincant. La présentation s'est déroulée sans problème. Les investisseurs ont posé les bonnes questions, j'ai donné les bonnes réponses. À la fin, Michael a prononcé une phrase dont je me souviendrai toujours. « Alex, j'aime votre approche. L'équipe est solide, le marché est énorme, la technologie est différenciée. Nous sommes prêts à discuter d'un investissement. » Le matin du 13 février, j'ai reçu une lettre contenant les conditions préliminaires de l'investissement. 2 millions de $ pour 25% de la société. Évaluation de 8 millions de $. Conditions habituelles pour un tour de table d'amorçage. J'ai relu la lettre 3 fois, n'en croyant pas mes yeux. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, j'ai signé les documents. L'argent est arrivé sur le compte de la société DocuMind le même jour. 2 millions de $ pour un produit qui n'existait pas. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Une semaine plus tard, Anna Müller m'a écrit un message qui a fait battre mon cœur plus vite. « Alex, félicitations pour avoir clôturé le tour de table avec succès. Nos experts aimeraient voir DocuMind en action. Pouvons-nous organiser une démonstration sur des données réelles dès la semaine prochaine? Nous avons plusieurs clients potentiels qui sont prêts à être des testeurs pilotes. »
J'ai regardé l'écran et j'ai réalisé que c'était le moment le plus important. Le matin du 22 février 2023, j'ai réalisé que 2 millions de dollars n'étaient pas la fin de l'histoire, mais seulement le début. L'argent reposait sur un compte d'entreprise, les investisseurs attendaient des résultats et j'avais entre les mains une équipe d'Ukrainiens qui pensaient travailler pour un sous-traitant ordinaire. Nous devions transformer ce groupe de personnes en une intelligence artificielle révolutionnaire. La première chose que j'ai faite a été de créer le système interne de gestion des commandes de DocuMind. Rien de compliqué, une simple interface web où les clients téléchargent des documents et où mes exécuteurs reçoivent des tâches. Mais pour les clients, cela ressemblait à un panneau de contrôle d'IA avec tous les boutons et graphiques dont ils avaient un besoin. Taskmaster nous a aidés à organiser le flux de travail. Nous avons réparti une équipe de 28 personnes en 3 équipes de 8 heures chacune. Nous avions une couverture 24 heures sur 24. Pendant que les Ukrainiens et les Biélorusses dormaient en Europe, ils traitèrent les documents. Pour les clients, cela ressemblait à un système d'IA basé sur le cloud qui ne se repose jamais. J'ai donné à chaque interprète des instructions claires, le temps de traitement par document ne devait pas être inférieur à 3 minutes. Si une personne réussissait à aller plus vite, elle devait attendre. Un traitement trop rapide aurait pour effet d'éliminer le travail manuel. Aucun algorithme d'apprentissage automatique ne peut travailler à la vitesse d'un comptable expérimenté. À la fin du mois de février, le système fonctionnait comme une horloge. Le premier vrai client a été une petite société de conseil allemande, Schneider & Partners. Anna Müller les a personnellement recommandés. 150 employés, des tonnes de paperasse et une volonté de payer 5 000 € par mois pour l'automatisation. J'ai rencontré leur directeur technique, Klaus Weber, dans un café près de leur bureau. Un homme solide d'une 50aine d'années, 20 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, un scepticisme sain à l'égard des nouvelles technologies. Alex, pour être honnête, j'ai déjà vu des dizaines de startups qui promettent de révolutionner le traitement des documents, dit-il en remuant son café. Quelle est votre spécialité ? J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait une démonstration du système. J'ai chargé une facture test et j'ai appuyé sur le bouton « Traiter ». 4 minutes plus tard, juste le temps nécessaire à l'artiste de l'équipe ukrainienne, le système a produit le résultat. Tous les champs étaient extraits correctement, les données étaient structurées et prêtes à être exportées vers n'importe quel système comptable. Impressionnant, reconnaît Klaus. Et quelle est la précision de l'usinage ? 97,3% sur notre base de test, ai-je répondu. Mais cela pourrait être encore plus élevé pour vos documents, le système est entraîné sur chaque nouveau fichier. En fait, la précision était de 100%, les humains commettent des erreurs beaucoup moins souvent que les algorithmes. Mais une précision de 100% aurait semblé suspecte. Klaus acquiesce, d'accord. Essayons-le pendant un mois. Si tout fonctionne comme prévu, nous passerons à un contrat annuel. Fin mars, nous avions déjà 5 clients. Le revenu mensuel total s'élevait à 18 000 €. Les dépenses médianes pour l'équipe d'artistes étaient de 4 000 $. La rentabilité est fantastique et les clients sont heureux, les investisseurs sont ravis. Mais c'est là que les premiers problèmes sont apparus. Le 3 avril, Klaus Weber m'a envoyé une lettre étrange. « Alex, j'ai une question à propos de votre système. Nous avons remarqué qu'il faut toujours entre 3 et 6 minutes pour traiter les documents, quelle que soit leur complexité. Une simple facture d'une ligne prend le même temps qu'un contrat de plusieurs pages. Est-ce normal pour un algorithme d'IA ? J'ai rapidement trouvé une explication. Klaus, notre système utilise une analyse contextuelle complexe pour chaque document. Même une simple facture est vérifiée par rapport à de multiples modèles et règles. Cela garantit une grande précision, mais nécessite un temps de traitement stable. Klaus était satisfait de la réponse, mais je me suis rendu compte qu'il fallait ajouter un élément aléatoire au temps de traitement. Document simple, 2 à 4 minutes, document complexe, 5 à 8 minutes. Mathématiquement, cela semblait plus naturel. Un problème plus grave est apparu à la mi-avril. L'un de nos clients, Frédéric Schmidt, directeur informatique d'une entreprise de logistique, souhaitait intégrer notre système à son programme de comptabilité d'entreprise. Pour ce faire, il avait besoin d'une documentation technique sur l'interface de notre logiciel. J'ai tergiversé pendant une quinzaine de jours en trouvant des excuses. J'ai parlé du secret des algorithmes, de la protection des brevets, de la politique de sécurité des entreprises. Mais Frédéric ne voulait pas lâcher prise. « Alex, je n'ai pas besoin de vos algorithmes », a-t-il déclaré lors de l'appel vidéo. « J'ai juste besoin d'un schéma des données que votre système renvoie. » Toute entreprise informatique sérieuse fournit ce type de documentation. J'ai donc dû apprendre les bases de la programmation d'interface en un week-end et créer une documentation technique plausible. Cela m'a pris 30 heures, mais le résultat a été convaincant. En mai, notre base de clients s'est élargie à 12 entreprises. Notre chiffre d'affaires mensuel dépassait les 50 000 €. J'ai engagé 20 personnes supplémentaires et j'ai divisé l'équipe par spécialisation. Certains s'occupaient des factures, d'autres des contrats, d'autres encore des documents non standards. Le système a si bien fonctionné que j'ai moi-même commencé à oublier qu'il s'agissait d'une escroquerie. Les clients recevaient un service de qualité, rapidement et à un prix raisonnable. Mes artistes gagnaient honnêtement de l'argent.
Les investisseurs voyaient leur chiffre d'affaires augmenter et les clients étaient satisfaits. La seule chose qu'ils n'avaient pas, c'était une véritable intelligence artificielle. Mais le 18 mai, un événement est venu compromettre l'ensemble du projet. Anna Müller m'a appelé à 10 h du matin. « Alex, bonne nouvelle, un de nos partenaires, une grande compagnie d'assurance allemande, est intéressé par votre technologie. Ils sont prêts à signer un contrat de 200 000 € par an. » Je me suis excité. « C'est fantastique, Anna. Qu'est-ce que tu dois faire ?» Une petite formalité, dit-elle, ils veulent procéder à un examen technique de votre système. Leur architecte en chef, le Dr Müller, veut voir comment les algorithmes fonctionnent de l'intérieur. Mon cœur s'est enfoncé dans mes talons. Qu'est-ce qu'il veut voir exactement? J'ai demandé en essayant de garder mon ton calme. Procédure standard pour les grands contrats, explique Anna. Analyser l'architecture du système, examiner les algorithmes d'apprentissage automatique utilisés, effectuer des tests sur leurs propres données. Ils doivent s'assurer que votre technologie répond réellement aux spécifications énoncées. J'ai demandé du temps pour me préparer et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis que je travaille sur ce projet, je me rends compte que je suis tombé dans le piège de mon propre succès. Plus le système fonctionnait bien, plus il recevait d'attention. Et plus l'attention était grande, plus le risque d'exposition était élevé. Dans la soirée du même jour, j'ai reçu une lettre du Dr Müller. « Monsieur Nikolaev, nous prévoyons un examen technique de votre système la semaine prochaine. Veuillez préparer une démonstration du fonctionnement des algorithmes sur des données arbitraires que nous apporterons avec nous. Nous sommes également intéressés par l'architecture du réseau neuronal et les mesures de performance en temps réel. » J'ai relu la lettre plusieurs fois. La démonstration sur des données aléatoires signifiait que je ne pouvais pas préparer mes exécutants à l'avance. Architecture des réseaux neuronaux, nous devions montrer le code et les algorithmes réels. Mesures en temps réel, aucun membre de l'équipe ukrainienne ne pouvait être impliqué dans le processus. Pour la première fois depuis 6 mois que je travaille sur DocuMind, j'ai réalisé qu'il pourrait arriver un moment où je n'aurais rien à montrer. Chapitre 4. L'effondrement de l'Empire. Le matin du 25 mai 2023, j'ai prévenu tous les Ukrainiens d'une démonstration critique. J'ai doublé leurs taux horaires et leur ai demandé d'être en ligne de 9 h en à 12 h en, heure de Berlin. Taskmaster m'a assuré que les plus performants seraient du prêt. À 9 h 30, le Dr Müller entre dans la salle de réunion avec 2 collègues. Il tient dans ses mains un dossier de documents et une clé USB contenant des fichiers de test. « Monsieur Nikolaev, montrez le traitement en temps réel », a-t-il dit. J'ai téléchargé le premier document, une police d'assurance en allemand. Un point rouge clignote dans le panneau d'administration. Oksana, de l'équipe de Kiev, s'est chargée de la tâche. 4 minutes plus tard, le système produisait un résultat parfait. Impressionnant, reconnaît le Dr Müller. Essayons-en d'autres. Pendant la demi-heure qui a suivi, tout s'est déroulé sans problème. L'équipe ukrainienne a travaillé sans faille et les documents ont été traités rapidement et avec précision. Mais le Dr Müller a alors téléchargé un fichier qui a tout changé. Il s'agit d'un test spécial, a-t-il expliqué. Le document contient des métadonnées et des filigranes cachés. Seul un algorithme d'apprentissage automatique sera capable de les interpréter correctement. Je n'ai pas compris de quoi il parlait, mais j'ai téléchargé le fichier dans le système. Andriy, de l'équipe de Dnipro, s'est chargé de la tâche. 5 minutes plus tard, le système a produit le résultat. De l'extérieur, tout semblait normal, le texte était extrait, les champs étaient remplis. Le Dr Müller a étudié le résultat et a froncé les sourcils. « C'est étrange, dit-il. Votre système a ignoré les métadonnées cachées. N'importe quel algorithme de reconnaissance moderne aurait dû les détecter. » J'ai essayé d'expliquer, peut-être que l'algorithme a jugé ces données non pertinentes. Non, interrompt le Dr Müller, mais il y a quelque chose de plus intéressant. Ce document, je l'ai créé il y a 5 minutes. Il a une signature unique qui change toutes les secondes. Votre système a extrait une signature qui était actuelle au moment précis où il a été traité. Il m'a regardé attentivement. Vous savez ce que cela signifie? Quelqu'un a ouvert manuellement ce fichier et a copié les données exactement comme un humain les a vues à l'écran. Un algorithme d'apprentissage automatique aurait travaillé avec les octets originaux du fichier et non avec la représentation visuelle. Mon cœur s'est enfoncé dans mes talons, je savais que nous étions pris. En outre, poursuit l'expert technique, nous avons analysé le temps de réponse de votre système. 4 à 6 minutes sont idéales, quelle que soit la complexité du document. C'est typique d'un traitement manuel, pas d'un algorithme. Le jeu était terminé. Le soir, Anna Müller a appelé pour poser un ultimatum. « Alex, nous avons des preuves de fraude. Soit vous vous expliquez, soit nous transmettons l'affaire à la police. » J'ai choisi l'honnêteté. J'ai tout dit, des faux cofondateurs à l'équipe ukrainienne. Les semaines suivantes ont été consacrées à des négociations avec des avocats. La nature internationale du système et les lacunes juridiques ont permis d'éviter une affaire pénale. Mais une action civile était inévitable. J'ai rendu 1,3 million de dollars aux investisseurs, j'ai versé des indemnités aux clients et j'ai fermé la société. Sur les 2 millions, il restait environ 500 000 dollars, mes gains pour 6 mois de tromperie. Aujourd'hui, je vis dans un autre pays sous un autre nom. Je dirige une entreprise légitime. Je conseille de vraies startups sur la manière d'attirer les investissements.
Paradoxalement, l'expérience de la création d'une fausse entreprise d'IA a fait de moi un expert des vraies technologies d'IA. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à présenter honnêtement leur développement. Parfois, je pense à cet Ukrainien, ScriptKiddie, dont l'histoire m'a incité à me lancer dans cette aventure. Travaille-t-il encore pour quelques centimes dans une autre start-up révolutionnaire ? Peut-être que cette confession aidera quelqu'un à ne pas répéter mon parcours, ou lui donnera des idées pour ses propres projets. Rappelez-vous, dans le monde du capital risque, la frontière entre l'innovation et la tromperie est souvent plus mince qu'il n'y paraît. Et tôt ou tard, tout mensonge sera démasqué, surtout lorsque de vrais experts sont impliqués. Cette histoire a été écrite par l'utilisateur Alex CEO sur le forum Tech Underground le 3 janvier 2024. Dans les commentaires, plusieurs programmeurs ont reconnu l'existence de stratagèmes similaires. L'un d'eux a écrit qu'un ami travaillait encore pour 4 $ de l'heure à former l'IA pour une start-up. Selon MMC Venture, 40% des startups européennes spécialisées dans l'IA n'utilisent pas de véritable apprentissage automatique. Les belles présentations cachent souvent un travail manuel pour quelques centimes. N'oubliez pas que la vraie technologie exige de la transparence. Une startup qui cache de la documentation technique cache probablement quelque chose. Comme toujours, votre Monsieur Dark Web.